Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Non, je rigole évidemment, on va pas faire comme les podcasteurs, on va la faire comme dans le coup tordu. Bienvenue dans le 291e épisode du coup tordu, le coup tordu du vélo, du cyclisme. Le coup tordu, c'est bien évidemment le podcast des passionnés pour les passionnés. Un 291e épisode consacré à la preview de la 4e étape du Giro 2025. Je suis en solo pour cet épisode. Latib et Enzo, vous devriez les retrouver très très vite dans le coup tordu. Voilà, je fais un petit peu les épisodes, on va dire, de manière un petit peu inopinée. Il n'y a pas vraiment d'horaire, hein. Dès que j'ai 5 minutes, j'allume le micro et je vous fais les podcasts. Donc 4e étape du Giro qui va amener les coureurs du côté de Lecce. Juste avant de faire la preview et de vous donner mes pronostics, on va parler déjà un tout petit peu betting. Alors je l'ai annoncé, je vous le dis, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, l'arrivée dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, l'arrivée d'un tout nouveau podcast entièrement consacré au betting qui va s'appeler Dans la tête d'un parieur avec Benoît Tréanton, Benoît à qui je vais filer un coup de main pour lancer le podcast. Je serai au moins avec lui sur les premiers épisodes et sur les premières semaines. Donc ça sera un podcast multisport entièrement consacré au betting que vous allez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast. Alors pour le coup tordu, ça change absolument rien évidemment avec Latib et avec Phoenix, mais voilà, logiquement, allez, en fin de semaine, vous devriez avoir un épisode 0 avec Benoît de ce nouveau podcast Dans la tête d'un parieur. On vous expliquera ce qu'on va faire et là on va vous amener sur les semaines qui viennent. Mais là on revient au vélo, on revient donc au Giro 2025. Donc je voulais juste qu'on parle un tout petit peu bilan. Parce que vous le savez, pour l'instant, mon bilan 2025, pour l'instant, c'est légèrement en négatif. Alors, sur le début de ce Giro, rappelez-vous, sur l'étape du contre-la-montre, je vous avais dit que j'hésitais sur un top 10 que je devais vous donner le lendemain matin du podcast sur les réseaux sociaux. Alors, je l'ai noté avant l'étape sur les réseaux sociaux. Finalement, j'ai pas été dessus et j'ai expliqué pourquoi. C'était le top 10 de Jevine sur le contre-la-montre. Il a fini 3e. J'ai eu tort de pas y aller. Et encore une fois, voilà, sortie de bad run, manque de confiance. J'ai revu sa chute sur l'étape numéro 1 et je suis pas parti. Voilà, j'aurais pu éventuellement lâcher le bet. Je pense que top 10, on devait avoir du 1,70, 1,80. J'ai pas vraiment regardé la cote. On avait du top 3 à 7, ce qui était quand même assez colossal. Mais Jevine, c'est clairement une machine à rouler et c'est tout le temps le mec qui est, on va dire sous les radars dans les contre-la-montre. Donc voilà, j'ai pas lâché le bet et sur la 3e étape, la victoire de Mats Pedersen, pareil, quelque chose qui est assez rare. Je l'avais pris personnellement, je l'ai pas proposé dans les différents groupes du coup tordu, notamment sur X, sur Twitter. C'est le dernier endroit où on peut poser des pronostics. D'ailleurs, parce qu'on est venu m'en parler, on m'a dit t'as pas autre chose que Twitter, je boycotte Elon Musk. Alors c'est quelque chose que je comprends totalement. À titre personnel, je n'ai absolument aucune affection pour Elon Musk. Seulement, le truc c'est que X, Twitter, c'est alors qu'il est le seul endroit où on peut poser des pronostics. C'est-à-dire sur Facebook, il y en a qui sont abonnés à la page du coup tordu. J'ai pris des strikes et des avertissements parce qu'on parlait de paris sportifs. TikTok, j'en parle même pas. Voilà, TikTok, c'est complètement injouable. Et puis alors après, rentrer dans un Telegram ou dans un truc, là on commence à rentrer plus dans un truc de tipster professionnel payant que je ne suis pas et que je ne veux pas être. Donc voilà. Donc pour l'instant, la solution, c'est X, c'est Twitter. Voilà, la solution c'est le coup tordu, je vous donne mes bêtes dans le podcast et puis après je vous fais un petit récap écrit, on va dire 3 quarts d'heure, 1 heure avant le début des courses. Malgré tout, le bilan de ce début de Giro est positif. Sur la 2e étape, donc le match-up de Ayuso contre Roglic n'est pas passé, mais on a rentré la victoire de Joshua Tarling. Sur la première étape, on a rentré la victoire de Mats Pedersen et surtout ce qui est intéressant, c'est les PLT. On a 2 PLT qui sont extrêmement bien partis. Mats Pedersen pour le cyclamen qu'on avait pris à 2,50 et surtout Lorenzo Fortunato pour le maillot Azzurro, le maillot du meilleur grimpeur qu'on avait pris à 30. Là pour l'instant la cote est à 2,5. Il en fait un objectif, il l'a clairement ciblé. Avec Enzo et Thibaut, on était véritablement unanime sur sur Fortunato. Alors peut-être qu'on va l'arbitrer à un moment donné. Voilà, on va laisser passer la semaine, à voir un petit peu s'il y a d'autres éventuels candidats qui se déclarent. Je me méfie de Ciccone. J'ai pas l'impression que Giulio Ciccone ait fait un véritable
véritable objectif du classement général. Donc s'il est un petit peu décroché, il pourrait complètement se relâcher, nous refaire peut-être une Giulio Ciccone 2020. En tout cas, Mats Pedersen a dit qu'il était prêt à lui rendre l'appareil parce que Ciccone a énormément travaillé pour Pedersen sur les étapes albanaises. Donc Mats Pedersen pourrait aussi lui renvoyer la balle en montagne. Donc éventuellement, s'il y avait une couverture à faire sur le maillot Azzurro, on m'a posé la question sur les différents réseaux sociaux du coup tordu, ça serait peut-être sur Giulio Ciccone, mais enfin voilà, je vous le redirai, je pense qu'on a encore quelques jours avant de prendre la décision. Toujours pour ce qui est des bilans, j'ai regardé, j'ai fait une petite analyse de bilan. Alors le coup tordu, on est sur la 3e saison du podcast, mais le coup tordu avant le podcast existait déjà, notamment il y avait un groupe sur Facebook où vous étiez quelques dizaines, on se retrouvait des fois avec Latib et Gilou sur Twitch, il y avait des lives avec Rémi aussi, on a fait avec Rémi Gémeaux, on a fait des petites choses sur YouTube. Donc la réalité c'est que le coup tordu en podcast c'est la 3e saison, mais le coup tordu existe depuis quasiment 5 ans. J'ai fait une petite analyse de bilan, donc c'est important, on parlera aussi des analyses de bilan dans le nouveau podcast avec Benoît, c'est véritablement important de faire ça. Et en regardant un petit peu mon analyse de bilan, alors déjà je voulais faire la petite séquence prévention, mais je le dis parce que c'est réel, jouer avec excès comporte des risques. Si vous n'êtes pas en management de bankroll, pour moi c'est la clé, ça va forcément à un moment donné dévisser, dériver, et les paris sportifs peuvent devenir, dans une existence, dans une vie, ça peut devenir un véritable cauchemar. Donc toujours garder le contrôle, toujours jouer en management bankroll. Dans le lien de l'épisode d'ailleurs, je vais vous remettre le numéro de joueur info service, donc ça vraiment c'est important. Je veux pas de joueurs compulsifs, je veux pas de joueurs excessifs à l'écoute du coup tordu. C'est aussi pour ça que je vous donne des pourcentages de mise de bankroll toujours très raisonnés et très raisonnables. Alors vous les suivez pas, ça vous regarde, mais voilà, je veux vraiment inciter personne à aller dans le mur, et c'est pour ça qu'au niveau de ma gestion de bankroll, parfois on me le reproche, mais je l'assume à 100%, ça reste toujours extrêmement safe. Donc je me suis amusé sur Bet Analytics, mon logiciel de bankroll, et je me suis rendu compte que j'ai fait une analyse bookmaker par bookmaker, et je me suis rendu compte qu'il y a un bookmaker où je suis ultra méga perdant. C'est le bookmaker étranger sur lequel je joue grâce à un ami qui est à l'étranger, un bookmaker qui se termine en 38, où là véritablement j'ai d'énormes pertes. Alors que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a de différent sur ce book par rapport aux autres ? C'est tout simplement le book que j'utilise principalement pour les match-up. Et d'ailleurs, on va remonter un petit peu sur l'analyse des différentes années du coup tordu. Donc 2024, l'année dernière, on sort une très belle année à quasiment 8% de ROI, c'était très bien. L'année d'avant, l'année 2023, on était en négatif. On avait une petite perte, je crois, de 1,81% de ROI. Et rappelez-vous, dans l'analyse de bilan, il y avait une énorme perte au niveau des match-up. Si on retirait les match-up, on était positif. Et à l'époque, les match-up n'étaient pas autorisés en France. Et c'est vrai qu'en fin de saison, je sors un bilan légèrement négatif. Et je me dis, il y a quelques mecs qui vont un petit peu me rentrer dans la tronche. En plus, c'était voilà, on lançait le podcast, c'était la 2e saison, c'était la première saison du podcast, donc forcément, sortir un bilan même légèrement négatif, voilà, j'étais pas content. Et en fait, personne ne m'a rien dit. Donc les match-up n'étaient pas autorisés en France à ce moment-là, mais ce qui veut dire que si on retirait les match-up et si on prenait uniquement et seulement mon bilan ANJ, le bilan était positif. Et 80-85% des auditeurs du coup tordu sont sur le sol français. Alors je vois aussi les statistiques, des fois j'hallucine, je vois des fois des gens qui nous écoutent au Japon, on a des auditeurs au Canada, aux États-Unis, le coup tordu et voilà, on est écouté dans 40-50 pays, mais le gros de l'écoute est sur la France métropolitaine. Et donc bien évidemment, en suivant mes pronostics, tous ceux qui ont joué en France et en ANJ, du coup, comme il n'y avait pas ces match-up, vous êtes retrouvés gagnants. Donc ce qui fait que personne ne m'est tombé dessus. Vous étiez gagnants malgré mon bilan négatif. Et donc si je prends book par book, donc sur le 38, je suis ultra perdant. Il y a un book français où je suis légèrement perdant, c'est le book de Patrick Bruel. En revanche, les 3 autres, Tagada, je suis largement gagnant. CTLM, je suis gagnant. Et le B, je suis aussi comme Tagada largement gagnant. D'ailleurs, sur Tagada, j'ai fait un cash out il y a quelques semaines.
Donc j'avais donc en tête déjà ça depuis un petit moment, ces fameux match-up. Donc ce que je vais faire, et à partir de maintenant, alors je veux pas dire que je vais plus jamais prendre de match-up, mais très clairement je vais en jouer, mais alors vraiment de manière anecdotique. Je sais même pas s'il y aura peut-être 3 ou 4 match-up jusqu'à la fin de l'année, ou peut-être des match-up en PLT, mais en tout cas dans mon panel je vais vraiment sortir les match-up, et à la limite je vais même pas les regarder quand je prépare les émissions, quand je vous prépare les podcasts. Alors forcément ça va réduire le volume de bêtes, mais ça c'est pas grave, hein, parce que quand on pose 1 euro, on a envie que cet euro nous rapporte. Alors, il n'y a rien de safe, il n'y a rien d'acquis dans les paris sportifs. Hein. Comme disait Dorado l'autre jour, il faut venir avec sa gourde, son couteau, il faut partir à la guerre. Mais voilà, ça va réduire le volume de paris proposés, mais c'est pas grave. Je considère que c'est pour la bonne cause, parce que clairement, si on avait retiré tous ces match-up, le bilan serait ultra méga gagnant. Et dernier argument sur ces histoires de match-up, sur le fameux site 38 où je suis archi perdant. C'est aussi le site où, rappelez-vous, en 2024, on avait eu une info comme quoi une étape du Tour d'Oman qui devait se terminer en côte avait finalement été remplacée par un sprint parce qu'il y avait des inondations. On avait l'information avant les bookmakers, et donc on avait joué et on avait mis une grosse partie de la bankroll sur un field de Adam Yates, parce que évidemment Adam Yates ne gagne pas une étape au sprint à 1,7, et forcément tous les jours on y va et on se jette dessus, hein. Je pense que même à 1,1 ça reste value, et largement value, donc 1,7 c'était le cadeau de l'année. Donc on avait mis 2% de bankroll, d'ailleurs j'aurais dû envoyer 5 ou 10, tellement l'histoire était safe. Donc voilà, il y a une perte en comprenant, en intégrant ce bet là. Donc vraiment les match-up, voilà, on va les mettre à la poubelle, et puis je pense même qu'on va essayer, en dehors peut-être de match-up sur des PLT, on va essayer de terminer la saison de cette manière. Allez, on bascule sur donc cette 4e étape du Giro. On file dans les rues de Lecce. Vous avez le parcours proposé par Thibaut sur Vélo Futé. Vous pouvez aussi aller sur le site d'Enzo, The Big Gear. Donc voilà, gros taf de la Tib. Évidemment, bon, finale un petit peu technique. On a des virages, on a des ronds-points. Il y a quelques virages à angle droit. Mais enfin bon, voilà, ça reste un sprint royal, comme on dit, avec une météo qui devrait pas influencer le scénario ni le final de l'étape. Très très peu de chances d'avoir de la pluie demain dans les rues italiennes. Donc mon prono, très simple. Alors le favori de l'étape, c'est Olaf Koy. Olaf Koy, moi je vous avoue que j'ai d'énormes interrogations, de grosses interrogations par rapport à sa forme. Il a plus couru avant le Giro depuis sa chute sur Gand-Wevelgem, c'était le 30 mars, donc il y a peut-être un rythme et des repères à reprendre, même si sur un sprint c'est quand même moins impactant que ce qu'on a vu ces derniers jours, notamment en Albanie, où on avait des sprints, mais on avait quand même des sprints fatigués après des ascensions. Donc là, voilà, même en étant à court de forme, forcément sur un effort de 10, 12, 15 secondes, si on n'a pas un énorme rythme sur l'étape, et ça devrait être le cas au lendemain d'une journée de repos, en logique, il va jouer sa carte dans le sprint. Maintenant, on revient sur le train. Ce qui a été, on va dire, un petit peu l'arme fatale des Visma et des Jumbo, quand il y a eu des sprints, on va dire, ces 2 dernières années, c'était la doublette Wout van Aert, Olaf Koy. Rappelez-vous, sur le Tour de Grande-Bretagne 2023, ils avaient testé cette configuration-là. Olaf Koy avait gagné, je crois, 5 étapes. Wout en avait gagné une 6e, où Olaf Koy lui avait fait une cassure. Donc les deux, quand ils sont à 100%, ça peut être une véritable démonstration. Maintenant, Wout, j'ai un peu l'impression qu'il a le moral dans les chaussettes. Alors au passage, tous les gens qui lui tombent dessus, Wout, il est fini, il est rincé, ceci, cela, il sort d'un virus. Il avait un virus la semaine dernière. Il vient sur le Tour d'Italie, il a le courage de s'aligner sur le Tour d'Italie. Donc pour moi, il n'y a même pas de discussion ou de sujet à avoir. Wout van Aert, il a fait une très très bonne campagne de classique flandrienne. Niveau largement correct, il était jamais au-delà de la 4e place, donc c'est quand même énormissime. Donc là, il mange, cherchez pas l'explication ou à faire des débats pendant des heures et des heures. L'explication de son début, il fait encore un 2e sur la première étape.
L'explication de son chrono moyen et le fait qu'il ait pété dans la 3e étape, c'est simple, il avait un virus ces derniers jours. Il a été malade. Voilà, faut pas chercher plus loin. Alors après, comment il va se remettre, comment il va se rétablir, est-ce qu'il va abandonner, est-ce qu'il va être meilleur sur la suite du Giro, ça pour l'instant j'en sais absolument rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas du grand waout et on connaît précisément la raison. Et en plus, pour dire que ce mec est digne, c'est qu'en plus il ne s'abrite pas derrière ça. Voilà, il s'abrite pas derrière des excuses. Donc voilà, donc faites pas de débat, vous prenez pas la tête, l'explication elle est simplement là. Donc interrogation sur la forme d'Olaf Koy, interrogation sur la forme de Wout van Aert, donc 2-5, 2-6, la cote d'Olaf Koy, ultra favori de l'étape. Moi personnellement j'irai pas dessus, hein. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de value à aller sur Olaf Koy, même si bien évidemment il peut l'emporter. Non, moi je vais aller plutôt sur quelqu'un, on en avait parlé dans les previews d'avant le Giro avec Latib et avec Enzo. Thibaut était d'accord, pour lui et pour moi il va en claquer au moins une, et pourquoi pas ce mardi Matteo Moschetti, hein, qui a la foudre dans les jambes, qui a jamais été aussi fort qu'en ce début d'année. Très très bon duo également avec son poisson pilote Emil Liepins. Sur le Tour de Grèce il a ultra dominé Dylan Groenewegen, sur le Grand Prix de l'Escaut il était juste derrière Milan Fretin et Jasper Philipsen. Donc il joue, il match, il est pour moi littéralement dans la forme de sa vie. Alors j'aimerais voir si Tom Pidcock va éventuellement aussi mettre un petit peu la main à la pâte pour aider pour le placement, éventuellement P2, ce qui pourrait aussi lui-même le placer à l'avant de la course dans le final. Donc il y a vraiment la Q36.5, c'est une équipe pro team, mais il y a vraiment un très très bon collectif, hein. Mark Donovan c'est bon, Damien Hawson c'est très très bon, Milan Vader, enfin il y a une très très belle équipe du côté de la Q36.5. Donc je pense qu'on a ce qu'il faut pour ramener Matteo Moschetti dans les meilleures conditions. Donc ça sera mon seul prono pour cette 4e étape. Le top 3 de Matteo Moschetti qui est à 3,30, qui est pour moi très très bon à prendre. 0,15% de bankroll. Et la victoire qui est aux alentours de 9,5. Ça sera 0,05% de bankroll. Donc 5 € sur une bankroll à 10 000 € pour la victoire, 2,50 € sur une bankroll à 5 000 €. Et pour le top 3, c'est 15 € sur une bankroll à 10 000 € et 7,50 € pour une bankroll à 5 000 €. Le coup tordu, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Déjà, vous retrouvez Thibaut sur son compte Twitter, Thibaut Chambre. Vous X, Twitter, vous retrouvez Enzo Phoenix, analyste Phoenix, et son site bien évidemment, c'est preview à retrouver sur The Big Gear. Les réseaux sociaux du coup tordu, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Voilà, on est absolument partout. Et bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un petit message public ou privé. Ça sera toujours avec grand plaisir. On se retrouvera très probablement ce mardi pour la preview et pour les pronostics de la 5e étape. Ciao les amis.